Salut à tous, 21e capsule et c'est parti. Bon, il continue à se passer beaucoup de choses aux États-Unis, même si les événements qui nous intéressent le plus ont majoritairement l'air de se dérouler dans les coulisses. Néanmoins, il y a des nouvelles importantes qui concernent la censure ou Twitter, donc on fait un petit point aujourd'hui sur tout ce qui se passe autour des réseaux sociaux. Alors pourquoi la censure actuelle est-elle intéressante ? Elle est intéressante car elle est faite de façon étrange. D'abord, on résume rapidement la situation. Le 6 janvier, on a eu les événements du Capitole, ça on ne revient pas là-dessus. Les débordements qui s'y sont produits ont été mis sur le dos de Trump, à la suite de quoi les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube, ont estimé que Trump était un danger pour la démocratie et qu'il fallait donc l'empêcher de s'exprimer, de peur qu'il n'appelle ces hordes de partisans trumpistes à s'attaquer à la liberté, à tuer des innocents, à former le 4e Reich, bref, vous voyez le tableau. Je ne vais pas m'étendre parce que je l'ai dit plusieurs fois aussi, mais les événements du Capitole ont été largement amplifiés par les médias et les démocrates. J'ai fait un doublage là-dessus, Nancy Pelosi et Chuck Schumer considèrent désormais que les débordements du 6 janvier sont une insurrection armée menée par Trump, donc un coup d'État, rien que ça. Autant les réseaux sociaux amplifient les débordements de la manifestation pour justifier la censure de Trump, autant les démocrates, eux, les amplifient pour justifier le recours au 25e amendement dont on a déjà parlé. Je confirme au passage que Mike Pence n'invoquera pas le 25e amendement contre Trump, et que donc, les démocrates vont tenter un nouvel impeachment. On reviendra sur l'impeachment quand on en saura un peu plus, mais pour l'instant, on s'arrête un peu sur les réseaux sociaux et la censure. Alors on parle évidemment en priorité de la censure de Trump sur Twitter, mais on apprend en fait que Twitter a supprimé ces derniers jours près de 70 000 comptes, des comptes Twitter qui sont liés à QAnon notamment. La justification de Twitter, c'est que ces 70 000 personnes véhiculent des théories du complot telles que la fraude électorale de Biden, et qu'elles préparent bien sûr, les 70 000 personnes censurées, qu'elles préparent des attaques armées lors de la passation de pouvoir du 20 janvier. En clair, Twitter nous explique avoir trouvé 70 000 terroristes comme ça d'un coup. Cette censure concerne surtout l'Amérique du Nord, et du côté du Canada, on a perdu Alexis Cossette et Dan Adlumen ces derniers jours, donc mine de rien, on a été touchés nous aussi. On a aussi eu la censure du réseau social Parler, qui était beaucoup utilisé ces derniers temps comme une sorte de Twitter patriote, donc un genre de refuge pour les partisans de Trump, et qui s'apprêtait Parler à accueillir tous les déçus de Twitter. Sauf que les serveurs de Parler sont hébergés chez Amazon, et que Amazon a décidé que le réseau social Parler était dangereux parce qu'il ne modérait pas suffisamment ses contenus. En clair, c'est pareil, les méchants trumpistes sont sur Parler et préparent un coup d'État, donc on supprime Parler. Vous ajoutez à ça la censure habituelle de Facebook et compagnie, ou les rumeurs sur une prochaine censure de Telegram, et vous commencez un petit peu à voir le tableau se dessiner. La censure a toujours existé, mais elle s'est décuplée en l'espace d'une semaine, en se servant du Capitole comme prétexte. Et là, on se fait d'un coup la même réflexion que quand les démocrates veulent destituer Trump à une semaine de la fin de son mandat. Pourquoi une telle précipitation ? Pourquoi les réseaux sociaux décident du jour au lendemain de tout cloisonner ? Parce que, supposons que tout se passe bien pour les démocrates. Le 20 janvier, Biden est élu, la passation de pouvoir se passe bien, les États-Unis deviennent démocrates, tout ça. Dans ce cas-là, les démocrates ont tout le temps pour censurer les réseaux, pour durcir progressivement leurs règles d'utilisation, pour modeler l'opinion publique comme ils le font si bien, bref, pour serrer la vis lentement et sans éveiller les soupçons. Mais là, c'est l'inverse. Il y a une précipitation qui ressemble une fois de plus à de la panique. Officiellement, on veut empêcher les Trumpistes de commettre des attentats le 20 janvier. Bon, très bien. Mais officieusement, on dirait surtout qu'on veut bâillonner d'un coup non seulement les partisans de Trump, mais en fait tous les gens qui pensent que l'élection était truquée, ou de manière générale que le mondialisme, le grand reset et tout le reste ne sont pas une bonne chose. Bref, on ne tolère plus la moindre contestation du narratif officiel. Censurer au cas par cas sur Twitter ou YouTube, c'est trop compliqué. Du coup, les réseaux sociaux ont trouvé l'astuce. On monte les événements du Capitole en coup d'État, et ça devient un prétexte pour purger des milliers de comptes d'un coup sur Twitter, ou de supprimer des applications entières comme Parler. Et si vous contestez, c'est que vous êtes un terroriste qui veut assassiner Biden le 20 janvier. On peut faire un parallèle avec la France, qui empêche les contacts sociaux grâce au confinement en se servant du coronavirus comme prétexte. Là, sur Internet, sous couvert de sécurité toujours, on empêche des millions de gens de discuter entre eux, dans un pays, les États-Unis, où, comme on l'a déjà vu, près de 40% des gens et 75% des républicains sont persuadés que l'élection était frauduleuse. Tous ces gens, qui seraient dangereux s'ils discutaient entre eux et qu'ils formaient alors une masse critique capable de renverser le narratif officiel, tous ces gens se retrouvent d'un coup isolés, chassés de Twitter, de Facebook, de Parler, de WhatsApp, bref, de partout. En clair, les réseaux auraient pu attendre sagement la prise de fonction de Biden et laisser les choses se tasser naturellement. Les Trumpistes se seraient lassés, Biden aurait pris une ou deux mesures populaires pour calmer le jeu, et à la mi-février à peine, toute cette histoire serait derrière eux et ils auraient réussi leur coup. Mais là non.
Plutôt que de faire profil bas un mois ou deux, à une semaine de la passation de pouvoir, les réseaux sociaux mettent tout en œuvre pour censurer en urgence des millions de gens. Et ça, c'est pas l'attitude de quelqu'un qui est en phase de gagner la bataille, c'est plutôt l'attitude de quelqu'un qui tente le tout pour ne pas perdre. Cette censure massive, c'est une action démesurée des réseaux sociaux qui est mise en œuvre sans ménagement et qui, en conséquence, se retourne contre eux. À l'international, déjà, plusieurs chefs d'État ont condamné la censure de Trump sur Twitter, le Mexique notamment. Dans l'opinion publique, énormément de monde, et pas uniquement des partisans de Trump, s'insurgent de voir une entreprise privée, Twitter, et les autres réseaux sociaux se permettre de censurer un président qui est toujours en exercice. Et même les médias français se sont sentis obligés de se poser des questions sur le bien fondé de cette censure. Les médias français, hein. Twitter et compagnie, en fait, ont agi trop vite et trop fort pour que leurs mesures paraissent légitimes. En clair, ils ont agi dans la précipitation. Résultat, les utilisateurs migrent vers d'autres plateformes, comme Gab qui a pris 600 000 abonnés en 24 heures, et surtout Telegram qui a pris 25 millions d'utilisateurs en 3 jours seulement. 25 millions d'utilisateurs, qui venaient sûrement en grande majorité de Twitter. Donc les gens quittent les anciens réseaux sociaux car ils ont besoin désespérément de pouvoir parler librement, de pouvoir parler de l'élection et d'obtenir de l'information non censurée. Côté finance, Twitter a perdu 13% de sa cotation en bourse et Facebook environ 6%, ce qui représente respectivement des pertes d'environ 5 et 40 milliards de dollars, et la chute continue en ce moment même. Or, quand on voit tout ça, on se dit qu'il y a un problème. Parce que les gérants de Twitter et Facebook ne sont pas des idiots, ils savent très bien combien ils ont de partisans de Trump parmi leurs utilisateurs. Leur boulot consiste à amasser des données sur nous, donc clairement c'est pas un problème pour eux d'avoir ce genre d'informations. Et en censurant en masse comme ils l'ont fait, ils savent probablement très bien le préjudice que ça leur cause, dans l'opinion publique, dans la fréquentation de leur site, et au niveau financier, ou boursier. Malgré tout, Twitter et compagnie ont choisi une censure rapide et violente, tandis qu'à côté Amazon supprime Parler, et demain peut-être Telegram sera supprimé. Ce que tout ça veut dire, c'est qu'il y a une tentative, non pas d'affaiblir le Trumpisme de manière générale, mais plutôt de le faire taire en urgence. Comme si, on peut imaginer, comme si des informations allaient bientôt sortir et qu'il ne fallait surtout pas que nous nous les échangions sur les réseaux à ce moment-là. Alors pour ceux qui suivent Q, ça me fait un petit peu penser au système de communication d'urgence que Trump est censé activer et qui est censé lui permettre de passer un message à tous les Américains en contournant les médias classiques. On a l'impression que l'État profond cherche à empêcher le peuple de recevoir ou du moins de partager des révélations qui pourraient être faites soudainement via les réseaux sociaux. D'ailleurs, cette censure express se retrouve également hors d'Internet, dans le monde réel, sous la forme d'une intimidation qui est exercée en ce moment contre les partisans de Trump. En effet, toujours depuis le 6 janvier, on a appris que Forbes s'attaquait aux partisans de Trump. Forbes, c'est un magazine économique qui est très important et qui a évidemment beaucoup d'influence. Et ben là, Forbes a décidé d'intimider toute entreprise qui recruterait des partisans de Trump. Le magazine Forbes a dit ceci, je cite, « Que ce soit clair pour les entreprises, embauchez un de ces fabulistes cités plus haut, donc les partisans de Trump ou ses conseillers, et Forbes considérera que tout ce que votre entreprise relaiera est un mensonge. Nous allons scruter, vérifier et revérifier, investiguer avec le même scepticisme que lorsque nous lisons un tweet de Trump. Vous voulez vous assurer que le plus puissant magazine économique du monde vous considère comme une potentielle source de désinformation? Embauchez ces personnes. » Fin de citation. Donc là, clairement, c'est de l'intimidation et de la menace, c'est clair et net. Si votre entreprise embauche des partisans de Trump, nous, le plus puissant magazine économique du monde, on va s'acharner sur vous pour vous faire couler. Forbes veut donc faire couler les entreprises pro-Trump et empêcher les partisans de Trump de se faire embaucher ici ou là. Donc là, on s'attaque à des gens en raison de leur opinion politique. Mais ça passe tant que les médias continuent à faire passer le Trumpisme pour une idéologie antidémocratique et dangereuse. Et qu'est-ce qu'on a appris d'autre? On a appris que les plus grosses banques américaines, donc on parle de JP Morgan, de Goldman Sachs, de Bank of America, vont geler les donations qui sont envoyées aux politiciens républicains, et que ces derniers, selon leurs opinions politiques, donc comprenez selon ce qu'ils pensent de Trump, ces politiciens républicains pourraient être blacklistés, donc se voir refuser des prêts. Là, faut comprendre qu'un politicien qui ne peut pas emprunter pour une campagne électorale par exemple, ou récupérer les dons qu'on lui envoie, en général il ira pas très loin. Donc si on lui dit ne soutiens pas Trump, sinon toutes les banques d'Amérique vont te blacklister, comprenez bien que ce type-là, généralement, il va s'aplatir. Une fois de plus, les banques intimident les partisans de Trump et se permettent de s'attaquer aux politiciens qui soutiennent Trump. Et enfin, par-ci par-là, alors je sais pas si c'est répandu ou si c'est plus ponctuel, mais vous avez des démocrates qui montent au créneau et qui demandent à ce qu'on n'embauche plus de républicains, par exemple, dans les écoles, parce qu'il ne faudrait pas que les enfants soient pervertis par l'idéologie de Trump. Donc maintenant, il faut comprendre que
Trump est devenu un ennemi public, plus qu'avant encore, et que maintenant c'est son idéologie même qui se résume selon les médias au coup d'État, le fameux coup d'État du Capitole. Donc Trump n'est plus qu'un sécessionniste et un danger public. Là, les démocrates, l'État profond, les réseaux sociaux se sont lancés en urgence dans une sorte de chasse aux sorcières aussi soudaine que brutale. En 2 jours, ils ont transformé l'incident du Capitole en coup d'État armé et ça leur sert maintenant à décréter que soutenir Trump fait de vous un criminel et qu'on peut dès lors vous supprimer tous vos droits, votre liberté d'expression, votre accès à l'emploi et d'autres choses peut-être encore bientôt. Mais une fois de plus, un tel acharnement montre que les démocrates craignent une montée en puissance des partisans de Trump. C'est pourquoi ils les font taire d'une manière aussi suspecte et comme on l'a vu, aussi peu efficace. Là, on est dans une situation où les choses devraient normalement se calmer. Trump est censé avoir perdu, il est censé être lâché par tout le monde, par tous ses alliés, Mike Pence et compagnie, et il est censé en gros pleurer dans son coin en attendant la passation de pouvoir du 20 janvier, à laquelle il n'assistera d'ailleurs même pas. Et pourtant, là, ses ennemis sont actuellement en train de s'acharner contre lui plus que jamais. Et ça, c'est illogique, et ça semble montrer qu'en coulisses, il se passe des choses très mauvaises pour les démocrates. Des choses qui vont galvaniser les partisans de Trump, et qui justifient qu'on les bâillonne au plus vite par la censure et par l'intimidation. Donc voilà pour aujourd'hui, petite capsule pour faire un point sur l'étrange stratégie de censure des réseaux sociaux qui se retournent contre eux et qui traduit leur peur de Trump et de ses partisans. Donc on reviendra sur l'impeachment dès qu'on aura de nouvelles informations. En attendant, je remercie comme d'habitude ceux qui m'aident dans mon travail en m'adressant un don ou en relayant mes vidéos. Merci à vous. Je précise aussi que j'ai mis à jour la liste de mes réseaux sociaux pour que ce soit plus clair pour vous si vous souhaitez me suivre. Allez, bonne fin de journée et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter et Facebook et vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Paypal grâce au lien en description.